Bonjour à vous voyageurs. Il existe des lieux où les lois de la nature semblent vaciller, des endroits où des lumières étranges flottent dans le ciel, où des phénomènes invisibles influencent l'esprit humain et où des objets venus d'ailleurs semblent apparaître sans prévenir. Ces territoires défient notre compréhension du monde et nous obligent à remettre en question ce que nous pensons largement établi. Ces territoires échappent à l'explication rationnelle, défiant notre compréhension du monde. Que penser de ces zones d'anomalie dispersées aux quatre coins du globe? Les scientifiques peinent à donner des explications et pendant ce temps-là, les témoignages s'accumulent. Dans cet épisode, nous allons faire le point sur ces phénomènes. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie des lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Allez, c'est parti! Le silence de l'outback australien est total. Sous la voûte étoilée, un couple roule lentement sur une route poussiéreuse, des phares découpant l'obscurité. Puis au loin, une lueur, d'abord une seule, vacillante, presque timide, puis une autre, dansante, insaisissable. Elle flotte au-dessus du sol, avançant par à-coups, comme si elles observaient. La femme retient son souffle. Qu'est-ce que c'est? Son compagnon ralentit, la gorge nouée. Les Min Light viennent de faire leur apparition. À des milliers de kilomètres de là, dans le Texas, une nuit semblable s'étire au-dessus du désert. Un petit groupe s'est réuni sur un point d'observation. Certains viennent ici depuis des années. Ils savent qu'elles reviendront, car elles reviennent toujours. Soudain, une boule lumineuse surgit à l'horizon, traversant l'espace avec une fluidité presque irréelle. Elle grossit, rétrécit, puis se scinde en deux. Un murmure parcourt l'assemblée, les Marfalites dansent à nouveau sous les regards fascinés. Pendant ce temps, au cœur des montagnes norvégiennes, l'air glacial mord la peau des scientifiques postés à flanc de vallée. Les caméras infrarouges scrutent l'obscurité. Ici, à Esdalen, on ne chasse pas un mythe, mais une réalité documentée. Depuis des décennies, ces lumières étranges sillonnent le ciel, défiant les explications rationnelles. L'une d'elles surgit soudain. C'est une sphère incandescente qui flotte au-dessus de la vallée. Trop lente pour être une météorite, trop stable pour être un reflet. L'équipe observe, enregistre, puis une question persiste. Qui ou quoi produit ces phénomènes? 3 lieux, 3 phénomènes, 3 énigmes. Aucun lien apparent et pourtant les mêmes manifestations aux mêmes instants, et ce, aux 4 coins du monde. Des manifestations que des centaines de témoins valident et sur laquelle la science semble buter. Voici donc le 2e épisode dédié aux zones d'anomalie. Disparition inexpliquée, avarie soudaine, compas qui s'affolent. Dans notre précédente vidéo, nous avions étudié les triangles maudits, ces régions où des avions et bateaux s'évaporent sans laisser aucune trace. Le triangle des Bermudes, le triangle du diable, le triangle de la Burle, des régions où la technologie semble buter contre une force invisible. Mais que se passe-t-il quand l'étrange ne cible plus des machines, mais se manifeste sous d'autres formes assez insaisissables? Si certaines zones du monde ne perturbaient pas uniquement les appareils, les navires ou les avions, mais émettaient des signaux énigmatiques, invisibles à l'œil nu. C'est ce que nous allons explorer dans cet épisode. Commençons par les Min Light d'Australie et les Marfalites qui sont au Texas et donc aux États-Unis. Ce sont des lumières énigmatiques que l'on n'explique pas vraiment au niveau scientifique, qui sont décrites comme ayant un comportement intelligent ou vivant. Un peu comme les machines de la guerre des mondes de H.G. Wells, elles sortent soudainement du néant et semblent défier toute explication. Les Marfalites sont des lueurs mystérieuses observées près de la ville de Marfa au Texas.
Elles semblent généralement avoir une lueur et une intensité qui varient et elles se déplacent de manière erratique. Des investigations menées par les scientifiques de l'Université d'État du Texas ont utilisé des équipements de spectroscopie pour analyser les marfalites. Certaines observations sont attribuées à des sources de lumière conventionnelles, comme par exemple les phares de voiture, mais cependant celles-ci ne sont pas exhaustives et nous avons encore toute une partie d'observations qui ne rentrent pas dans cette case et qui aujourd'hui donc restent inexpliquées. Certains chercheurs, comme James Bunnell, ont suggéré que les marfalites pouvaient être liées à des perturbations magnétiques locales. Donc Bunnell a expliqué que ces lumières pourraient être une forme de plasma influencé par des anomalies magnétiques dans la région. Et puis il y a une autre théorie qui propose que ces lumières soient le résultat de plasma créés par des décharges électriques naturelles potentiellement influencées par des conditions électromagnétiques spécifiques à la région. Jusque-là, on est uniquement sur des propositions qui n'expliquent pas le phénomène en globalité et qui n'ont pas été validées. Assez semblables, les Min-Min Light sont des phénomènes lumineux qui ont été rapportés et ayant lieu dans l'outback australien, c'est-à-dire les terres un peu reculées, l'équivalent du désert on va dire, et cela notamment autour de la ville de Boulia qui est dans le Queensland. Alors ces lumières sont décrites comme des sphères flottantes, souvent colorées et qui semblent suivre ou poursuivre les chasseurs. D'ailleurs, dans le cas très précis des Min-Min Light, c'est un cas tellement documenté qu'en fait, il y a carrément un panneau qui met en garde les gens, leur disant « Si vous voyez des lumières qui semblent vous suivre, ce sont les fameuses Min-Min Light ». Et ces lumières font partie du folklore australien depuis des siècles, avec des récits autochtones bien antérieurs à la colonisation européenne. Certaines traditions aborigènes associent l'apparition de ces lumières avec l'esprit des ancêtres et leur apparition est souvent entourée de récits extrêmement mystiques. Partons maintenant en Norvège. Les lumières d'Esdalen sont des phénomènes lumineux inexpliqués qui apparaissent dans la vallée d'Esdalen. Elles sont documentées depuis les années 1930. Elles apparaissent sous forme de sphères brillantes de couleur blanche, jaune ou rouge, flottant dans le ciel. Elles peuvent durer de quelques secondes à plus d'une heure et elles se déplacent parfois rapidement, tandis que d'autres fois elles oscillent lentement ou restent stationnaires. Entre 1981 et 1984, une augmentation significative des observations a été signalée avec jusqu'à 20 apparitions par semaine, attirant l'attention des médias et des chercheurs. Depuis, il faut savoir que la fréquence des signalements a diminué. Maintenant, ce sont environ entre 10 et 20 signalements par an. On peut aussi imaginer que le phénomène étant désormais documenté et connu, comme je vais vous l'expliquer, notamment les personnes locales qui s'en inquiétaient ne les signalent plus autant qu'avant. Depuis les années 1980, des études scientifiques ont documenté ces manifestations mystérieuses. Et les témoignages d'Esdalen étaient si intrigants qu'ils ont même attiré l'attention d'un des chercheurs d'OVNI, d'une des personnes qui étudiait le plus le phénomène de l'époque, et celui-ci s'appelle Allen Hynek. C'était un ancien conseiller scientifique de l'US Air Force pour le projet Blue Book, qui se rendit à Esdalen pour observer le phénomène de ses propres yeux. Quelques éléments complémentaires sont assez intéressants à connaître. Je me suis penchée sur le très long rapport de documentation qui a été fait par une équipe italienne qui s'est rendue à Esdalen, le rapport étant disponible sur le site ResearchGate. Alors on y apprend notamment que l'équipe scientifique qui a mené des études sur place a aussi d'ailleurs justement étudié les Min-Min Light dont on parlait, ainsi que le volcan Popocatépetl dont nous allons parler un petit peu plus loin dans cette vidéo. On apprend notamment aussi que des mauvais fonctionnements, voire des interruptions totales des appareils d'études qui ont été amenés par les scientifiques ont été rapportés lorsque les phénomènes lumineux se manifestaient. Et puis dans le rapport nommé Projet Esdalen rendu en 1984,
par encore une autre équipe, il y a une observation extrêmement étrange qui a été consignée. Il y a Erlind Strand, qui est scientifique de l'Østfold University College, qui écrit « Une fois, nous avons utilisé un laser pour pointer vers le phénomène et lorsqu'il est apparu, il a réagi. À ce moment-là, c'était une lumière clignotante et lorsque nous avons dirigé le faisceau laser vers elle, la fréquence des clignotements a changé. Elle a doublé sa fréquence de clignotement. Quand nous avons baissé le laser, elle est revenue à son clignotement normal. Nous avons réalisé ce test 9 fois et 8 fois sur 9, la fréquence de clignotement a changé. Ça, je trouve, c'est assez étonnant. Mais d'un point de vue technique, puisque des scientifiques y sont allés, de quelles anomalies parle-t-on exactement? Parlons tout d'abord des détections radar et magnétométriques. Lors de la campagne de recherche de 1984, 53 observations de phénomènes lumineux ont été enregistrées, incluant des détections visuelles, radar et des lectures anormales au magnétomètre. On a aussi observé à Esdalen des perturbations dans les fréquences VLF, Very Low Frequency, suggérant une interaction entre les phénomènes observés et le champ électromagnétique ambiant. Et enfin, comme je vous le disais, il y a eu un rapport de fait concernant des interactions avec des faisceaux laser. Des expériences ont montré que certaines lumières réagissent aux faisceaux laser dirigés vers elles, modifiant leur séquence de clignotement, ce qui indique une sensibilité aux stimuli électromagnétiques externes. Ceci dit, est-ce qu'un faisceau laser est un stimuli électromagnétique? Là, je ne suis pas assez technicienne sur le sujet pour pouvoir me prononcer, mais en tout cas, il y a une forme de réaction à ces lumières pointées vers elles. Et je voulais justement bien documenter cette vidéo avec des rapports officiels parce que Esdalen est certainement le lieu d'apparition de lumière étrange aujourd'hui le plus documenté au monde. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a aucune explication scientifique claire sur ce phénomène. Et dans ces trois cas donc, Esdalen, les Min Min Light, les Marfa Light, on est en présence d'un phénomène documenté qui a été observé avec des relevés faits scientifiquement et des apparitions lumineuses jusqu'à maintenant totalement inexpliquées. Alors, on pourrait s'attendre quand même à ce qu'il y ait une réponse, à défaut d'être uniforme. Ce n'est peut-être pas le même phénomène pour chacune de ces apparitions, mais on pourrait avoir quelque chose. Eh bien là, non, la science semble complètement butée puisque les débuts d'explications qui ont été proposés n'ont pas été validés scientifiquement et dans certains cas, les phénomènes ont carrément été relégués au rang de folklore local. C'est-à-dire que moi, je comprends parfaitement la nécessité d'une documentation scientifique, d'une explication scientifique rationnelle, mais là, c'est ce qui me gêne et c'est pour ça que je vous explique ces cas et c'est aussi, d'ailleurs, la plupart du temps, le cas dans mes vidéos. Lorsque l'on se retrouve en face d'un phénomène documenté, que des centaines de personnes ont pu témoigner de la véracité, si on n'a pas d'explication, on se retrouve immédiatement devant un mur, c'est-à-dire soit ce sont des inventions, des affabulations, cela passe dans le folklore et les légendes, soit c'est une forme de théorie alternative qui peut être qualifiée dans certains cas de conspirationniste et qui du coup décrédibilise complètement le sujet. Ça pourrait être bien aussi d'admettre d'un point de vue scientifique qu'il y a des phénomènes qui se reproduisent, qui sont observables et que l'on ne peut pas aujourd'hui quantifier avec nos outils traditionnels scientifiques. Si on met de côté les êtres humains, on peut se demander s'il y a des lieux en eux-mêmes qui pourraient provoquer des manifestations étranges ou être des endroits particuliers où il se passe des choses. Et cette idée d'une terre comme catalyseur d'étrangeté, eh bien nous allons faire comme les héros dans le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Nous allons essayer de suivre ces pistes et de tout remettre dans l'ordre. Je l'ai évoqué tout à l'heure, nous allons parler du volcan Popocatépetl qui est situé au Mexique, qui est un des volcans les plus actifs du pays, qui est très connu,
mais qui est aussi l'endroit où il y a des phénomènes lumineux inexpliqués dont on parle assez rarement finalement. Ces phénomènes intriguent les chercheurs et les curieux depuis des décennies, à tel point qu'il y a des webcams qui ont été installées pour en surveiller la fréquence et l'apparition. Ces webcams capturent très régulièrement ce que l'on ne peut appeler clairement des ovnis ou des phénomènes aériens non identifiés. Ces objets lumineux sont toujours aux abords du cratère et ils se manifestent sous forme de lumière brillante, celle-ci ayant une géométrie variée et se déplaçant à des vitesses et des trajectoires inhabituelles. Dans la liste des incidents notables, on a mai 2013, des caméras à vision nocturne enregistrent un objet lumineux s'engouffrant rapidement dans le cratère du volcan. Ce phénomène a suscité de nombreuses spéculations quant à son origine, on se doute. Décembre 2024, une caméra capte une lumière triangulaire ascendante près du sommet du mont Popocatépetl, relançant les débats sur la nature de ces apparitions. On a donc plusieurs captures caméra. Alors vous connaissez aussi bien que moi la qualité des captures caméra webcam qui sont dans la nature, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons à la fois des témoins visuels et des témoins sur caméra qui parlent de ce phénomène lumineux autour du cratère du volcan. Et donc là, comme précédemment, on est sur un phénomène a priori documenté et on n'est pas sur une simple histoire racontée par-ci par-là pour amuser la galerie et encore moins des choses de théorie galactique ou je ne sais trop quoi. Et sans surprise encore, malgré l'intérêt énorme des gens envers ce phénomène, les études scientifiques semblent laisser tout ça un peu de côté. Alors nous le savons, il faut aussi des fonds concrets, de l'argent pour faire des recherches scientifiques, argent qui a par exemple été trouvé pour Esdalen, et c'est très bien, même si on n'a pas de réponse scientifique, mais là dans le cas de ce volcan, aujourd'hui a priori et selon mes recherches, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires si vous avez des informations, il n'y aurait pas d'étude scientifique qui a été faite sur ces manifestations lumineuses. Les autorités mexicaines, elles, affirment plutôt surveiller le volcan pour des raisons de sécurité, pour voir s'il se met en éruption tout simplement. Et puis, il y a des investigations qui sont faites, mais je vous dirais sur des équipes un peu amateurs finalement, qui sont fans d'UFO, d'OVNI, tout ça, et on n'arrive pas encore à recroiser tout ça pour le mettre dans un domaine étudiable de façon, je vous dirais, un peu sérieuse. Je ne dis pas que leurs recherches ne sont pas intéressantes, mais ça pourrait être très bien, comme à Esdalen, de croiser un peu ces informations. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et puis, comme dans la dernière vidéo sur les triangles maudits, comme à chaque fois que l'on veut essayer de confronter une forme d'explication irrationnelle avec la science fait office d'une imagination, je trouve absolument débordante dans les explications. Laissez-moi vous dire comment c'est présenté dans l'article du Daily Mail daté du 7 octobre 2015. Il existe une combinaison de facteurs géophysiques et géopsychologiques en jeu qui peuvent produire des ovnis. Donc ça, c'est Nigel Watson, qui est auteur de UFO of the First World War, et qui dit cela au Daily Mail, journal qui est considéré normalement à peu près comme traditionnaliste et ou sérieux. Il explique. Dans ce cas, il se pourrait que la proximité de lignes de faille et l'activité volcanique sur une fracture de la croûte terrestre ait contribué à la formation d'un ovni composé de plasma qui brille la nuit et apparaît métallique ou noir en plein jour. Ces types d'ovnis émettent des champs électromagnétiques pouvant provoquer des phénomènes similaires au poltergeist, comme des objets projetés, et réagir aux témoins comme s'ils manifestaient une forme d'intelligence ou un comportement ludique. Bon là, j'ai pas trouvé ça très clair, je vous avoue. Bref, passons à la suite. Il y a un chercheur en neurosciences cognitives qui s'appelle Michael Persinger qui a mené des expériences sur la possibilité que les champs électromagnétiques puissent provoquer des hallucinations ou des états de transe chez les personnes qui s'en approchent. Il dit:
Cela expliquerait les nombreux récits d'enlèvements extraterrestres et d'autres rencontres étranges vécues par des témoins après avoir observé une lumière dans le ciel. Alors, ok, c'est hyper intéressant. Donc là, en fait, on partirait sur le fait qu'il y a vraiment une forme d'orbe lumineuse qui n'apparaîtrait pas de la même façon la nuit et le jour, qui aurait donc une apparence différente, qui elle-même viendrait d'une faille géologique, qui pourrait avoir des comportements types poltergeist, c'est-à-dire projection d'objets, et qui pourrait en même temps influencer l'esprit des êtres humains qui regardent. Je trouve ça hyper intéressant. Après tout, c'est quand même assez bizarre et ça m'intéresse dans tous les cas. Sauf qu'en fait, ça explique pas vraiment si c'est une influence sur l'esprit humain, les photos qui sont prises, en fait, les vidéos qui sont prises. Et du coup, on aurait potentiellement à la fois une vraie orbe qui existe, mais qui influence aussi les gens qui du coup auraient des visions. Donc là, il faut faire cohabiter un phénomène physique avec des visions en même temps. Bon, ça... Moi, personnellement, j'ai pas été super convaincue, mais pareil, vos avis dans les commentaires seront les bienvenus. Ça reste une piste hypothétique, pourquoi pas, notons-la et passons au sujet suivant. Alors, il y a un cas que je voulais étudier depuis trop longtemps, et c'est la fameuse zone du silence du Mexique. Alors là, on est toujours au Mexique, mais c'est à la frontière entre les États de Chihuahua, où il y a les Marfalites, Durango et Coahuila. Donc c'est une zone de silence qui est un vaste désert et il intrigue autant qu'il fascine. Moi, au début, quand je l'ai fait rentrer dans ma carte du surnaturel, je l'ai enregistré comme un endroit où où les appareils électroniques dysfonctionneraient et donc c'est pour ça on ne pourrait pas téléphoner, il n'y aurait pas de bruit sur la zone, quelque chose qui peut être expliqué par des conditions électromagnétiques ou par un éloignement particulier. On parle d'un désert qui est aujourd'hui une réserve écologique, biologique, une bioréserve. Cet éloignement pouvant être expliqué, je l'avais déjà depuis très longtemps dans ma carte et en investiguant l'idée que cela puisse être une zone de silence, cela semblait pas complètement validé par les locaux. Mais j'ai continué à creuser et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant sur cette zone, malgré tout, et qui viendrait peut-être agrémenter notre enquête du jour. Car au-delà de l'idée que ce soit une zone de silence, cela pourrait être une zone aimant à météorites. Laissez-moi vous expliquer. Depuis des décennies, plusieurs météorites de grande taille se sont écrasés à proximité de la zone de silence. En 1938 et 1954, 2 météorites sont tombées sur le même ranch dans le sud de l'état de Chihuahua. Quelles sont les chances pour que ça arrive? 2 météorites sur le même ranch. Donc déjà ça en soi, alors ça peut arriver certes, mais on est quand même sur une toute petite zone de probabilité. Et puis en 1969, il y a eu le météorite d'Allende, qui est assez connu en fait, qui s'est écrasé à l'ouest de cette zone. Cette météorite est l'une des plus étudiées au monde en raison de sa richesse en minéraux et en composés prébiotiques, des éléments que certains scientifiques considèrent comme des indices sur l'origine de la vie. Et là, ce sont les 3 cas de météorites les plus documentés, mais en fait, il y en a beaucoup dans cette zone. Alors, certaines théories avancent que cette fréquence élevée d'impact pourrait être liée à une anomalie magnétique locale qui attirerait les corps célestes vers la région. Alors là, en termes de zone d'anomalie, j'ai trouvé ça hyper intéressant à rajouter dans notre liste du jour. Et d'autres pensent que c'est forcément une simple coïncidence et que c'est une vaste étendue désertique qui permettrait de retrouver des fragments de météorites plus facilement que dans d'autres endroits du monde. Alors ceci dit, une fois qu'on a exposé les faits et qu'on a essayé de dire non, c'est une coïncidence, c'est lié à ça, c'est dû à ceci, on a quand même un autre événement étrange qui s'est passé dans cette zone, puisque au rang des légendes modernes, il y a eu l'incident du 2 juillet 1970, lorsqu'un missile Athena de l'US Air Force a inexplicablement dévié de sa trajectoire pour s'écraser dans cette zone. Et là, à la lumière de tout ce qu'on raconte sur la zone du silence, eh bien évidemment, cela a remis en avant la possibilité que cet endroit pourrait être soumis à des forces inexpliquées.
Là, bien évidemment, les scientifiques ont dit non, c'est une erreur technique, mais cependant, ils ont passé énormément de temps sur place à étudier le missile en lui-même, les débris, etc., etc. Et tout ça a un peu enflé. On dit que la notion de zone de silence aurait été donnée par les locaux pour un peu à la fois détourner de cet incident Athéna, mais aussi attirer du tourisme dans cette zone qui est un peu loin de tout. Bon, ça c'est un cas qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant cette idée qu'on pourrait avoir un endroit de la Terre où il y aurait une anomalie magnétique qui attire les corps célestes. Mais qu'en est-il des êtres humains ? Parce que là, on a vu des phénomènes, on va dire, physiques, géophysiques, mais s'il y avait des zones du monde qui influencent directement l'être humain, et donc du coup, il y aurait des anomalies qui ne touchent pas les objets finalement, les objets célestes, les véhicules, comme nous avons pu le voir dans le premier épisode, mais on pourrait imaginer qu'il y ait des anomalies qui visent directement l'homme, l'être humain, qui cible nos corps, nos esprits et nos perceptions. Alors, si nous allons parler aujourd'hui de cas documentés, l'idée qu'un territoire puisse provoquer des formes de désagrément ou de malaise humain a déjà été abordée dans l'œuvre dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Stalker, de Tarkovsky et qui date de 1979, ainsi que dans l'œuvre Métro 2033 de Glukowski et qui date de 2002, une œuvre d'ailleurs que je ne connaissais pas et que je vais essayer de me procurer, qui a l'air hyper intéressante. Ce sont des zones interdites qui ont des effets physiques et psychiques sur les visiteurs. Alors Métro 2033, c'est une suite de Stalker, œuvre culte. Si vous ne l'avez pas vue et que vous aimez l'étrange, l'oppressant et l'idée de ces zones d'anomalie, eh bien il faut absolument que vous le voyez. Et les deux auteurs justement sont russes, ce qui me fait une transition toute faite pour vous parler du lieu suivant. Puisque nous allons aborder le fameux triangle M ou la zone d'anomalie de Perm, car Perm c'est le nom de la ville à proximité. Alors dans cette zone, on a des perturbations électromagnétiques, des sensations de paralysie, des interférences électroniques, bref, il y a énormément de choses et cela a attiré l'attention d'énormément de scientifiques, tout comme de visiteurs férus de phénomènes étranges. Depuis les années 1980, cette zone a été le théâtre de nombreux rapports faisant état de phénomènes inexpliqués, notamment des apparitions d'objets volants non identifiés, ainsi que des anomalies électromagnétiques et des perturbations temporelles. À vrai dire, les premières mentions de phénomènes étranges remontent à 1989, lorsque les habitants ont signalé des lumières inhabituelles dans le ciel et des objets de forme discale planant au-dessus de la zone. Donc très clairement, au niveau des phénomènes rapportés, on parle d'anomalies magnétiques et celles-ci occupent une place centrale. On a des dysfonctionnements électroniques, des appareils électroniques cessant de fonctionner ou se comportant de manière erratique sans raison apparente, une perturbation des boussoles, aiguilles de boussole indiquant des directions incorrectes ou tournant de manière incontrôlée, et des sensations de picotement et des effets physiques, dont des sensations de picotement avec certaines personnes qui ont rapporté des picotements, des engourdissements, et ceci quand ils entraient dans des zones spécifiques du triangle M ou de la zone d'anomalie de Perm. Comme toujours, plusieurs théories ont été proposées afin d'expliquer ces phénomènes. Il y aurait l'activité géologique, la région est riche en minerais ferreux, ce qui pourrait entraîner des anomalies magnétiques naturelles susceptibles d'affecter les appareils électroniques et les champs électromagnétiques locaux. Et puis il y en a qui ont parlé de présence d'ovnis. Certains ufologues suggèrent que la zone pourrait être un point de passage ou une base pour des civilisations extraterrestres, expliquant les nombreuses observations d'ovnis et les perturbations électromagnétiques. Au niveau des études, des équipes de scientifiques et de chercheurs indépendants ont mené plusieurs expéditions dans la zone M pour tenter de mesurer et comprendre les phénomènes dont on parle, et malgré tous les efforts, on n'a toujours pas une explication, à dire scientifique, traditionnelle, rationaliste quant à ces événements.
Mais là, on commence à s'approcher du sujet que je veux aborder dans cette partie, qui est l'idée que une fois qu'on a mis de côté les lumières étranges, les phénomènes plus ou moins ovnis, les anomalies électromagnétiques, le fait que le corps humain en lui-même puisse être perturbé par ces anomalies. Et c'est à ce titre que j'aime beaucoup le rapprochement avec les œuvres Stalker et Métro 2033, car ça suggère l'idée qu'il pourrait y avoir une zone mystérieuse qui est en fait remplie d'anomalies inexplicables et où les lois de la physique semblent perturbées. Mais avec le rapport avec ces œuvres, il y a aussi une ambiance à la fois poétique finalement et symbolique, avec une approche métaphysique qui est traditionnelle, on va dire, dans la science-fiction et dans le fantastique. Mais laissez-moi passer au lieu suivant. La légende raconte qu'un jour, une petite fille de 5 ans est partie se promener dans la forêt. Cette forêt, c'est la forêt de Oiabasiu en Roumanie. Elle ne revint jamais de cette balade et malgré les recherches faites par les autorités locales, personne n'a réussi à la retrouver. Sa famille et les proches ont décidé de classer l'affaire, jusqu'à ce que 5 ans plus tard, la petite fille réapparaisse avec les mêmes vêtements et aucun souvenir de ce qui s'était passé. Cette histoire se raconte dans cette région de Roumanie qu'est la Transylvanie, où il y a la fameuse forêt de Oiabasiu. Elle est parfois appelée le triangle des Bermudes de Transylvanie. Cependant, nous avons vu dans le premier épisode que le triangle des Bermudes généralement cible des véhicules avec des accidents d'avions et de navires. Là, ce n'est pas le cas. La forêt de Oiabasiu s'étend environ sur 295 hectares et elle est réputée pour une multitude de phénomènes paranormaux. Nous avons la fameuse apparition d'OVNI qui est souvent récurrente dans ce genre de zone. 18 août 1968, Émile Barnéat, un technicien militaire, aurait photographié un objet volant non identifié au-dessus de la clairière de Poiana Rotunda. Ces clichés sont parmi les rares à être considérés comme authentiques par certains experts. Disparition mystérieuse, un sujet qu'on approfondira encore dans le 3e et dernier épisode de cette série. Selon la légende, un berger et ses 200 moutons auraient disparu sans laisser de traces dans la forêt, alimentant la réputation inquiétante du lieu. Et puis surtout, là j'arrive au sujet dont je voulais vous parler dans cette partie, nous allons parler des manifestations physiques inexpliquées. Éruption cutanée, apparition soudaine de rougeur ou d'irritation de la peau. Nausées et vomissements, sensation de malaise gastrique pouvant aller jusqu'au vomissement. Migraine, des maux de tête intenses survenant sans raison apparente. Brûlures et égratignures, marques sur la peau apparaissant sans explication logique. Anxiété et sensations inhabituelles, sentiments d'oppression, de peur ou d'être observé. Au niveau des recherches et des études faites sur cette zone, dans les années 1960, le biologiste Alexandru Sift a entrepris des recherches sur les phénomènes lumineux et le magnétisme de cette forêt, constituant un vaste ensemble de photographies. Après sa mort, en 1993, la plupart de ses archives ont disparu. Mystérieusement, comme toujours, mais certaines photos ont été publiées en 1995 par le professeur de chimie Adrian Patrut. Excusez-moi pour ma prononciation absolument approximative et inventée du roumain. Malgré et peut-être en raison de sa réputation pour le moins étrange, la forêt de Oiabasiu attire énormément de monde, des visiteurs amateurs de paranormal. Il y a plusieurs émissions de télévision qui se sont déroulées là-bas, notamment Ghost Adventures et Destination Truth. On sait à quel point les endroits énigmatiques fascinent, mais ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons. Certains lieux ne se contentent pas d'être hantés par des phénomènes étranges. Ils semblent être eux-mêmes un espace où la réalité vacille, où la perception se brouille, où l'esprit humain se retrouve prisonnier dans un entre-deux incompréhensible. Silent Hill, l'un des récits les plus marquants du jeu vidéo et du cinéma d'horreur, repose sur cette idée. Une ville brumeuse, désertée,
où l'espace et le temps se déforment au gré d'une présence invisible. Il y a des routes qui ne mènent nulle part, des sons qui résonnent sans origine et une frontière floue entre hallucination et réalité. C'est un espace où l'on peut se perdre facilement et qui semble exister en dehors du temps et du monde normal, où des âmes perdues errent. Et ce genre de lieu ne semble pas être totalement fictionnel. Au Japon, il existe un endroit réel qui évoque cette atmosphère oppressante. C'est la forêt du mont Fuji, aussi appelée Jukai, qui veut dire mer d'arbres. C'est un labyrinthe végétal qui semble absorber les bruits, déformant la perception du temps et de l'espace. Certains visiteurs y rapportent des phénomènes étranges, comme des sensations de vertige, des bruits de pas qui les suivent, un sentiment d'oppression, de malaise inexplicable, voire de désorientation, comme si la forêt influençait leur psyché. Et cette forêt du mont Fuji est tristement célèbre pour le nombre élevé qui viennent volontairement s'y promener et n'en reviennent jamais, là aussi volontairement, si vous voyez ce que je veux dire. Et cette réputation sombre a inspiré de nombreuses œuvres, celles-ci étant souvent associées aux yurei, qui sont des esprits japonais qui entraient la forêt, et notamment les esprits des personnes disparues qui n'ont pas trouvé la paix. C'est aussi un endroit dont nous n'avons pas ici le droit de prononcer le nom. Tout comme dans Silent Hill, Jukai, donc la mer d'arbres, semble emprisonner ceux qui s'y perdent, les enfermant dans un décor où l'inexplicable prend le dessus. Et ce sentiment d'oppression absolue, on le retrouve aussi dans une autre œuvre cinématographique absolument culte, c'est The Blair Witch Project qui est sorti en 1999. Alors ici, pas de monstres visibles, pas d'effets spéciaux grandioses, mais juste une forêt où l'espace se tord. C'est un lieu où on marche pendant des heures pour toujours revenir au même point. Dans ce film, 3 étudiants en cinéma partent dans la forêt filmer un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair, la Blair Witch, mais ils finissent par se perdre et sombrer dans la folie. Donc là, on va essayer de voir comment dans ce film, la forêt altère leur état mental. Il y a une perte de repères temporels et spatiaux. Ils marchent en ligne droite, mais ils reviennent toujours au même endroit. Ça les plonge dans une angoisse existentielle, car ils n'ont aucun contrôle sur leur environnement. Il y a une détérioration de la cohésion de groupe. L'isolement et la peur les poussent à se disputer et à s'accuser mutuellement. Il y a une présence invisible et des sons inexpliqués. La forêt semble vivante et malveillante, ça crée une atmosphère où le doute et la peur prennent le pas sur la raison. Et il y a une altération progressive de leur perception. Au fil du film, les personnages deviennent de plus en plus désorientés, paranoïaques et irrationnels, incapables de distinguer entre réalité et illusion. Et là encore, ce qui est terrifiant finalement, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent. C'est-à-dire cette impression que quelque chose nous observe, que l'espace autour de nous se referme et que l'on ait pu mettre de sa propre perception. Alors si je l'évoque, c'est parce qu'il y a certainement des effets, on va le dire quelque part, mélangés entre la possibilité qu'il y ait des zones d'anomalie et qui influencent notre psyché, mais aussi des phénomènes psychologiques réels, oppressants, liés à un lieu, mais peut-être aussi déclenchés par des choses particulières, surnaturelles, étranges dans des lieux. Et c'est là que nous allons arriver sur un endroit que je découvre au fur et à mesure de mes recherches et qui est pour le moins étrange. Cet endroit est en France et c'est le col de Vence. Parce qu'en fait, là, ça semble condenser tous les phénomènes dont on a parlé dans cet épisode. On est sur des objets, des lumières, le temps lui-même qui semble obéir à d'autres lois. Et ceux qui pénètrent dans le col de Vence semblent ne pas vraiment revenir indemnes. Le col de Vence est situé dans les Alpes-Maritimes en France. Alors, les habitués le disent, ce col dégage une atmosphère étrange. Et donc avec des sensations oppressantes inexplicables, comme si une
présence invisible rôdait, des instruments électriques qui s'y comportent de manière erratique, des montres qui s'arrêtent, les GPS qui se dérèglent et des moteurs qui calent. Et puis il y a ces lumières. De nombreux témoins rapportent avoir observé des boules de lumière se déplaçant de manière erratique dans le ciel du col de Vence. Certains décrivent des sphères de lumière flottant dans l'air, évoluant en silence avant de disparaître brutalement. Elles sont parfois blanches, parfois rougeoyantes, et elles semblent suivre les véhicules ou sortir de nulle part. Donc là, on en revient à des phénomènes dont nous en avons parlé en tout début d'épisode. Ces apparitions, elles intriguent les chercheurs comme les passionnés, et il y a plusieurs vidéos qui en montrent. En tout cas, est-ce que les vidéos sont vraies? Est-ce que ce sont des artefacts photographiques ou vidéographiques? En tout cas, il y a plusieurs vidéos qui les montrent. Et puis, il y a aussi des photographes passionnés de paranormal qui racontent l'apparition, plus que d'habitude, d'orbes sur les photos qui sont prises. Alors, ce sont des formes inexpliquées, des halos lumineux, des éclairs furtifs, parfois même des silhouettes spectrales. Alors, il précise que ça arrive le plus souvent sur des photos prises à l'improviste, j'en ai vu quelques-unes, sur des types d'appareils très différents et qu'ils ne l'ont eux-mêmes pas vu au moment où ils ont pris la photo. Ils découvrent tout cela au moment du dérush quand ils regardent les photos qu'ils ont prises. Au niveau des anomalies magnétiques, il y a des investigations qui ont été menées sur place. On a vu des anomalies électromagnétiques notables. En 2005, par exemple, des chercheurs ont détecté une forte rémanence magnétique sur des objets métalliques situés dans une zone où un phénomène lumineux avait été observé quelques semaines auparavant. Parmi les nombreux récits liés au col de Vence, celui du 5 mars 1994, qui a été consigné par le GEPAN, est particulièrement notable. 4 personnes présentes au col de Vence ont observé 3 points lumineux formant un triangle, se déplaçant silencieusement dans le ciel. Le phénomène a duré environ 1 minute et demie, laissant les témoins perplexes quant à son origine. J'ai cherché un peu sur internet et j'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle The Bushcraft Spiritual. Franchement, la vidéo m'a totalement convaincue d'aller faire un tour au col de Vence. Alors, il donne dans la description de la vidéo une liste des phénomènes recensés. Laissez-moi vous les dire. Perturbations électromagnétiques, panne de batteries et d'appareils électroniques ainsi que des voitures, crash d'avions de tourisme. On en revient à la première partie sur les triangles maudits. Sons étranges surgissant de nulle part, parfois lugubres. Jets de pierres provenant de nulle part. On en revient à cette idée des poltergeists, des boules de plasma du volcan Popocatépetl. Incendie se déclarant même en plein hiver, et ceci dans la neige. Brusque changement climatique, traces au sol encore visibles des mois durant, des crop circles, anomalies sur certains clichés, boules de lumière, déformation de l'image, observation d'ovnis. Selon ces dires, à trouver donc en description de la vidéo, le site est étudié depuis de très nombreuses années, notamment par les Invisibles, un petit groupe d'ufologues amateurs qui répertorient tous les phénomènes recensés. Et là, tout comme on le disait tout à l'heure, une fois de plus, ces recherches, qui pourraient être menées scientifiquement, sont laissées à des amateurs, mot un petit peu à la fois dévalorisant, mais comment décrire ces personnes qui n'ont a priori pas d'organisation ou de crédit scientifique, mais qui passent quand même énormément de temps à étudier un phénomène. Là, comme d'habitude, ce sont des individus comme vous et moi qui se penchent là-dessus et qui essayent de le documenter. Et puis, il y a des passionnés comme Pierre Bic, qui ont dédié plusieurs décennies de leur vie à l'étude des mystères du col de Vence. Ces recherches ont été compilées et elles ont donné lieu à plusieurs livres qui ont été édités et qui sont publiés, que vous pouvez vous procurer, que l'on trouve notamment sur le site molat.com, M-O-2-L-A-T.com. Du coup, le col de Vence semble complètement échapper aux lois de la physique traditionnelle, un peu à la manière de l'île de Lost, la série Lost, où il y a des anomalies électromagnétiques qui perturbent finalement l'espace et le temps, rendant la navigation incertaine et provoquant des effets sur les êtres humains qui souhaitent s'y rendre.
Et dans cette série qui a duré de 2004 à 2010, on a justement cette idée qui est représentée de personnes traversant des zones de perturbation électromagnétique et qui se retrouvent perdues ou désorientées. On pourrait même dire que c'est un peu comme si l'espace, le continuum espace-temps se dérobait par rapport à leur perception. Et ça, c'est certainement quelque chose que ceux qui sont passionnés et qui se sont rendus au col de Vence ont ressenti aussi. Que dire alors de toutes ces découvertes ? Est-ce que vous connaissiez le col de Vence ? Je crois que certains d'entre vous me l'avaient déjà évoqué dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous le savez, je les lis. J'essaye d'y répondre à chaque fois. Et pour la plupart, quand vous me donnez des informations, j'essaye de les consigner pour pouvoir vous en reparler dans d'autres vidéos. Et puis, laissez-moi vos théories, voire carrément vos témoignages. Si vous avez déjà été dans des zones d'anomalie, ça m'intéresse particulièrement d'avoir votre retour sur ces phénomènes. Peut-être avez-vous, en dehors des lieux que j'ai explorés aujourd'hui, traversé des zones d'anomalie dans lesquelles vous avez pu voir des lumières étranges, constater des phénomènes particuliers, ou peut-être avez-vous vous-même traversé ce que vous considérez comme être des zones d'anomalie, peut-être vous, vos amis ou certaines personnes. À chaque fois que vous passez à cet endroit, il se passe quelque chose de spécifique. Ça m'intéresse et c'est l'idée que je voulais creuser dans donc ce deuxième épisode dédié aux zones d'anomalie. Le troisième épisode arrive dimanche prochain et nous aurons cette fois comme sujet principal toujours les zones d'anomalie, mais cette fois liées aux disparitions étranges. Bon voilà, je ne sais pas vous, moi je n'ai pas vu le bouton like depuis un moment, je crois qu'il s'est perdu dans un tunnel spatio-temporel. Si vous le voyez, n'hésitez pas à l'attraper. Petite nouveauté depuis le dernier épisode, et donc je vais continuer. Pour les membres de la chaîne, je vais mettre un post communauté réservé spécifique pour vous avec toutes les sources que j'ai utilisées pour chaque vidéo, c'est-à-dire tous les livres, toutes les vidéos, tous les rapports documentaires scientifiques que j'ai utilisés, que j'ai lus, qu'ils soient en français ou en anglais. Vous pourrez tout avoir dans l'espace réservé aux membres. C'est ma façon de vous remercier. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, il n'y a pas une, ni deux, ni trois façons de le faire, mais il y a 10 façons possibles. Je vous mets tout en description. Je vous laisse ici et là, comme d'hab, des playlists pour continuer à enquêter avec moi sur des lieux étranges et mystérieux dans notre monde. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et moi je vous dis ciao.